Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Together. On va vous parler des voyages au Japon avec Julien, voilà, qui est notre expert voyage de Shanty Travel sur le Japon, et Mylène, qui est aussi notre expert voyage, plutôt sur la partie groupe et GIR. Et moi-même, Jérémy, donc je suis un des directeurs de Shanty et un des fondateurs. Et donc, récemment, on a ouvert un bureau au Japon, un pays qui est très à la mode et dont on va vous parler pendant les 30 prochaines minutes. Merci à Together pour l'organisation de ce webinaire et l'excellent montage de notre ami Martin. Alors, peut-être, je vais commencer par vous présenter Shanty Travel pour vous expliquer un petit peu qui on est. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, mais n'hésitez pas à faire des petits commentaires dans la vidéo. Voilà, ce sera un peu le déroulé de la présentation. On va vous parler du Japon, de comment séjourner, les activités, les parcours classiques et comment aller plus loin. Ça fait déjà 19 ans que Shanty Travel existe. On a été créé en 2005 par Alex, voilà, mon pote de Delhi que j'ai rencontré sur une terrasse. Et donc, on a monté ça, on a fait grandir ça ensemble au fur et à mesure des années. Là, c'est quelques petites photos qui sont au Cambodge, parce qu'on a plusieurs bureaux en Asie. On a des bureaux, le premier, c'était en Inde, ensuite à Colombo, et puis Bali depuis 10 ans, Hanoï, et puis au Japon. Et puis, on a aussi nos collègues de Tierra Latina qui sont basés, eux, au Brésil, en Colombie et en Argentine. Shanty Travel, on a plusieurs bureaux qui sont basés en Asie, donc nos destinations historiques qui sont ici en gras, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Japon, Vietnam. On travaille en français, in English, Ostgerman, ou un poco en espagnol, un poquito en espagnol, mais aussi en hindi et dans d'autres langues, l'indonésien. Donc, voyager avec Shanty en tant que DMC, au Japon, c'est avoir une assistance francophone durant le voyage, avec des experts voyage qui sont basés sur place, à Tokyo. Nos bureaux, ils sont à Tokyo. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un service de conciergerie. Un assistant à l'aéroport qui accompagne les voyageurs et qui les briefe un petit peu. On verra, l'arrivée à l'aéroport, elle peut être un peu surprenante à Tokyo. Je vous en parlerai un peu plus, Julien. Et on fournit aussi une pocket Wi-Fi pour garantir un accès stable à Internet, parce que c'est vrai que très vite dans la journée, on a besoin de Google Maps, de s'orienter un petit peu dans la ville. Donc, on met des pockets Wi-Fi qui sont livrés directement à l'hôtel ou bien chez le client. En France, ça dépend des clients. Et puis, on a aussi une politique de contribution au carbone où on va collecter en fait 1,23 € par jour et par taxe et le redistribuer localement à des programmes dont on vous parlera un petit peu plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Shanty, ça veut dire la paix. Shanty Travel, ça veut dire voyager en paix. Et ça, c'est pour vos clients et pour vous aussi dans l'accompagnement de vos voyageurs. Alors, Mylène, tu vas nous parler un petit peu de la destination Japon. C'est le mont Fuji, je crois, cette photo, non? Exactement. Avec le lac Ashi qui est juste devant. Du coup, donc oui, on va parler avant, bien sûr, d'arriver au Japon. Il faut se renseigner, du coup, donc avoir des informations sur le pays, comment s'y rendre et quand est-ce qu'on peut y aller surtout. Les informations générales. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une population de 126 millions d'habitants. La superficie, donc, c'est plus de 370 000 km². Ça représente à peu près les 2/3 de la France. On paye en yens sur place. La religion, vous avez donc du bouddhisme ou du shintoïsme principalement. On a un fuseau horaire de plus de 7 heures ou plus de 8 heures, bien entendu, selon la période de l'été ou la période de l'hiver. Et donc, le Japon est divisé surtout en 9 régions et en 47 préfectures. D'où la nécessité de bien avoir les informations de vos clients avant de partir, savoir exactement ce qu'ils veulent faire. En soi, on peut proposer beaucoup de choses, voire tout au Japon, et donc il est nécessaire d'avoir ces informations avant de partir. C'est une population qui est en décroissance aussi. Chaque année, ils perdent 1 million d'habitants. Et ce qui a des impacts sur l'activité touristique, puisqu'on va avoir des hôtels, des fois, qui ne peuvent pas être ouverts entièrement parce qu'ils n'ont pas assez de staff. À quelle saison ça te visite le Japon, Mylène?
Le Japon, ça se visite toute l'année. L'avantage, c'est que cette destination, elle est prédite pour ça. On peut y aller l'hiver, découvrir la neige, aller voir des festivals de glace, y aller au printemps, donc pour voir les cerisiers en fleurs. Bien sûr, en fonction de la saison, généralement, c'est plutôt au mois de mars, surtout cette année. Y aller en été, on a une météo qui est idyllique, il fait 25 degrés à peu près sur tout le territoire. Et le Japon, il faut pas oublier que c'est une île, donc il y a des plages. Et la dernière saison, c'est l'automne. L'automne pour ces érables aux feuilles rouges, orangées, et tout le pays change. Et c'est vrai qu'on peut y retourner sur 4 périodes différentes et on aura un Japon à chaque fois différent. Concernant la géographie du Japon, donc on est proche de la Corée du Sud, de la Chine et de la Fédération de Russie. Le Japon est composé de 4 îles principalement, donc Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Et donc, c'est 9 régions divisées en 47 préfectures. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a beaucoup d'endroits à visiter et beaucoup de possibilités. Les vols aussi, on le verra tout à l'heure, mais maintenant, ils ne survolent plus la Russie, donc c'est un petit peu plus long pour venir au Japon. C'est exactement ça. Avant, on mettait à peu près 11 heures avec des vols directs pour se rendre au Japon. Aujourd'hui, on part plutôt sur un vol de 13 heures, voire 14 heures. Il y a un avantage donc à Tokyo, il y a 2 aéroports principaux, l'aéroport de Narita qui est excentré du centre-ville et l'aéroport d'Haneda qui est un peu plus proche. On peut aussi faire une entrée Tokyo, une sortie Osaka. Ça va être l'avantage de cet aéroport qui permet de finir un séjour à un autre endroit. Ou alors directement aller sur le sud complet à l'aéroport de Fukuoka, on change complètement d'itinéraire et au moins du coup on peut découvrir d'autres parties. L'avantage du Japon, c'est qu'il y a beaucoup de vols directs, notamment assurés donc avec Air France, Japan Airlines ou All Nippon Airways. Et il y a des vols avec escale un peu partout. Donc, l'avantage, c'est que c'est toujours un peu moins cher, mais un peu plus long. Où est-ce qu'on dort, du coup, au Japon? Eh bien, écoute, je vais te répondre, Jérémy. Donc, en fait, il existe plusieurs types de logements au Japon, mais avant, c'est comment on va se déplacer au Japon. Donc, il faut savoir que le Japon a un réseau ferroviaire ultra développé. On connaît tous le Shinkansen, l'équivalent du TGV japonais. Il faut savoir que le TGV reste plus rapide sur certaines portions quand même, malgré la légende. Donc, voilà, il y a un excellent réseau ferroviaire qui permet de se déplacer à travers tout le Japon, notamment grâce aux trains et aux bus. Mais on peut également prendre des vols locaux. On a donc les 2 compagnies japonaises qu'on mentionnait juste avant, donc JAL, Japan Airlines et All Nippon Airways avec ANA, qui permettent de voyager si vous souhaitez aller plus sur des destinations excentrées comme Sapporo, Fukuoka ou même l'île d'Okinawa. Voilà. Et le Shinkansen est vraiment aussi à l'heure qu'on le dit? À la minute près. Ouais, ça, c'est pas une légende, effectivement. Le Shinkansen est toujours à l'heure. Et par contre, c'est un avantage, certes, parce que vous n'avez pas à vous prendre la tête. Effectivement, votre train sera à l'heure. Par contre, effectivement, votre train sera à l'heure. C'est-à-dire que si vous arrivez 1 minute en retard, vous avez raté votre train. C'est pas la SNCF. Ouais. Et simple question par rapport au JR Pass, ça se passe comment? Alors, nous, chez Chantier, on propose plus le JR Pass. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en octobre de l'année dernière, le JR Pass a pris une augmentation de 60%. Et autant te dire qu'il n'est jamais rentable. Il n'y a aucun cas où prendre un JR Pass, que ce soit sur 7 jours ou 2 semaines, c'est rentable. Donc nous, chez Gentil, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne sur un alliage entre des tickets de Shinkansen individuels et des passes régionaux. Je parlerai tout à l'heure, par exemple, de la région du Kansai. Dans la région du Kansai, on peut utiliser des passes qui permettent de voyager dans cette région, qui sont bien moins onéreux et rentables. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé par rapport à quelques années où il y avait un vrai enjeu d'avoir un JR Pass aujourd'hui. C'est différent. Il faut vraiment avoir un DMC local pour acheter tickets à l'unité. Sinon, c'est compliqué. Ouais, ou les passes, mais même pas il y a quelques années, il y a 6 mois. Ouais. Voilà. C'était depuis octobre, clairement. Et puis, on faut envoyer ses bagages, je crois. On peut envoyer ses bagages via un système qui s'appelle le Takubin. Donc, c'est un système de transfert. Donc, vous allez à l'accueil de votre hôtel ou de votre ryokan et vous leur demandez de transférer les bagages à votre prochain hôtel. Alors, petite parenthèse sur ce transfert de bagages, ceci dit, ça prend 24 heures à arriver. Donc, vous n'aurez pas vos bagages le soir même, mais le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend juste un petit bagage qu'on a normalement en cabine ou un sac à dos avec des affaires pour le lendemain. Et le surlendemain, on aura nos bagages. Ce qui peut être super intéressant, notamment si vous dormez dans des ryokans qui sont dans des zones plus excentrées. Les ryokans, c'est les auberges traditionnelles japonaises, donc dans lesquelles vous avez une chambre en tatami. Vous dormez sur des futons qui sont généralement épais et dans lesquels vous avez des onsen qui sont donc les bains communs avec les sources d'eau chaude japonaises. Non mixtes, hommes et femmes séparés. Et donc, particularité, par contre, nous sommes nus dans ces bains-là. Donc, voilà, s'il y a des problèmes d'humidité, il y a toujours l'option de réserver en onsen privé. Ça peut arriver assez vite qu'on se retrouve dans des salles de bain communes au Japon. Donc, à bien préciser à vos voyageurs quand ça arrive.
juste que les gens soient pas trop surpris. Dans les ryokan, ceci, hein, dans les hôtels, bien entendu, vous avez toujours votre salle de bain privée, que ce soit des catégories standards, économiques. Voilà. Généralement, nous, avec Chance Travel, on aura toujours une salle de bain privée, à l'exception de certains ryokan. Voilà. Et très vite, en éco, les chambres peuvent être petites, hein, donc attention à la taille des chambres à la vente. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut bien regarder. Nous, on garantit généralement des tailles supérieures à 16 mètres carrés de mémoire. On a toujours ce minimum, mais sur des périodes notamment tendues, comme la période des cerisiers en fleurs ou des momijies, il peut arriver que les chambres soient un peu petites, auquel cas, bien entendu, les voyageurs seront prévenus. Dans les types de logements qui sont un peu plus intéressants et moins proposés, on a les machiya, qui sont les maisons traditionnelles japonaises. Donc là, vous êtes dans une maison vraiment tout équipée. Donc vous avez la cuisine, les chambres. Vous dormirez sur des futons ou sur des lits en fonction de la maison. Alors par contre, vous n'avez pas de petit déjeuner et de service. Voilà, vous êtes vraiment en autonomie, comme un Airbnb, sauf que ce n'est pas de l'Airbnb. C'est un prestataire local qui nous permet à nous de vous trouver des maisons typiques qui sont magnifiques, avec généralement un petit jardin zen, une baignoire à la japonaise. C'est une expérience ultra intéressante. Et pour finir, vous avez donc les shokubo, qui sont... shokubo veut dire passer la nuit dans un monastère. Donc ce sont des monastères, qui dit monastère du bouddhisme, dans lequel vous avez une chambre japonaise, comme le ryokan, mais la différence, c'est que votre chambre japonaise sera un peu plus petite et que votre futon sera un peu plus petit également. Voilà. Mal au dos ou ça va? Ça va, ça reste des chambres, bien entendu correctes. Hein, les moines y passent la nuit, donc ça reste faisable. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que le ryokan, donc le futon reste ultra agréable. Là, on sera quand même sur une nuit où, voilà, c'est un petit peu plus frugal, si j'ose dire. Et du coup, le lendemain, on peut faire la méditation avec les moines. Exactement, c'est ça. Les moines sont ceci très très accueillants. Ils les invitent le lendemain à faire la méditation et puis même ils montrent les différentes parties qu'il y a dans le monastère. C'est super intéressant. Alors petite précision pour le dîner et le petit déjeuner qui seront traditionnels certes, mais végétariens. Très bien. En ce qui concerne les activités, il y a beaucoup de choses à faire au Japon, énormément, surtout quand on n'y est jamais allé. Donc, bien entendu, il y a la visite des temples et des sanctuaires, les temples qui sont rattachés au bouddhisme et les sanctuaires au shintoïsme. Beaucoup de jardins, magnifiques jardins, et beaucoup de petits villages, comme c'est le cas, vous pouvez le voir en bas, sur la photo du bas, c'est le village de Shirakawa. Vous avez également beaucoup de festivals au Japon, et c'est toujours une occasion à ne pas manquer si jamais, au moment où vous y allez, il y en a, puisque c'est des moments ultra festifs, très typique et donc très représentatif de la culture. Et enfin, vous avez pas mal de musées, comme on peut le voir sur la photo, le musée traditionnel à droite avec le musée explicatif des samouraïs, ou bien en bas à gauche avec le musée des ramen, et qui montre toutes les différentes sortes de ramen qui existent. Voilà. Fascinant. Alors, ce qui est génial, on le voit aussi là, avec l'âge des enfants, c'est qu'on peut y aller en famille et avec tous les âges. Moi, j'y suis allé, mes enfants étaient petits. Ils avaient 5-7 ans et c'était hyper facile. Et ensuite, ils sont retournés. Ouais, on est retourné, ils étaient ados et évidemment avec tous les mangas. Tout à fait. Et puis même dans le reste des activités qu'on propose, c'est vrai que c'est vraiment des activités qui s'adaptent à tout le monde, que ce soit passer la nuit sur un yakatabune, donc un bateau qui est emménagé en restaurant, un petit peu comme nos bateaux mouches sur la Seine. Donc super soirée avec boisson à volonté et un repas, encore une fois, traditionnel japonais, une cérémonie du thé où vous n'allez pas avoir les 3 heures habituelles de la cérémonie du thé, mais un aperçu en 1 heure, qui est très intéressant, aux alentours du pavillon d'or à Kyoto. Vous avez également des cours de cuisine ou des matchs de sumo qu'on propose notamment sur Tokyo, et également des dégustations de saké un petit peu partout dans le Japon. Ok, très bien. Voilà. Il faut que je clique au bon moment. Ouais, je pense qu'il faut. Donc voilà, donc ensuite, quels sont les parcours classiques au Japon? Bien entendu, on a ce qu'on appelle la Golden Route, donc qui est le premier parcours pour les voyageurs qui n'ont jamais voyagé au Japon, sur laquelle vous allez avoir les villes emblématiques du Japon, à savoir Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka, mais également quelques villes escales comme Hakone, on en parlera en suivant. Et vous avez, le long de cette Golden Road, vous avez également d'autres villes qui valent le détour, notamment Nara, Himeji, le Mont Koya, ou même Kanazawa dans les Alpes japonaises, ou bien Nikko, Kamakura, ce genre de villes. Donc, on va vous montrer un petit peu de quoi a l'air la Golden Route. Donc, la Golden Route, ça se divise dans les étapes traditionnelles que sont Tokyo.
inclut maintenant Hakone, qui est une ville onsen, donc vraiment dédiée aux sources d'eau chaude japonaises et au ryokan. Puis vous passez par Kyoto et Osaka, au niveau de la région du Kansai, avant de finir sur tout à fait à l'ouest, à Hiroshima. Est-ce qu'on peut déconner à Hakone? Alors, non, Hakone, c'est une petite ville thermale qui se visite à peu près en une demi-journée. Une journée si on veut y passer un petit peu de temps, mais l'intérêt, c'est vraiment de passer une nuit dans un ryokan et de profiter des sources d'eau chaude. Et surtout, après Tokyo, ça vous permet de prendre un bon bol d'air frais en voyant le mont Fuji et le lac Hachi. Ok, ça c'est un peu c'est la route très classique, pas forcément en descente battue. Tout à fait. Mais c'est souvent ce que nos voyageurs vont demander sur un premier voyage au Japon. Exactement, et c'est même ce qu'on va conseiller, puisqu'en fait, ça reste quand même les incontournables du Japon. Hein, voilà, que ce soit ces 5 villes qui se visitent en toute saison, c'est bon à savoir, et que ce soit même l'hiver, la neige, vous pouvez avoir le nord du pays qui peut être bloqué par certains endroits, ça ne sera pas le cas de ces villes. Et puis surtout, on a un petit peu ce côté moderne et traditionnel qu'on va retrouver sur l'ensemble du pays, l'ensemble de ce circuit. D'accord. Moi, j'avais emmené mes enfants à Tokyo, là. C'est l'endroit qui s'appelle Shibuya, c'est ça? Bien sûr. Et pas très loin, il y avait ce quartier avec tous les trucs électroniques, les mini figurines, tous les trucs de jeux vidéo et tout. Alors, on peut pas utiliser les jeux vidéo qu'on rencontre là-bas, mais par contre, il y a beaucoup de goodies et de choses assez dingues pour les enfants ou pour les fans de jeux vidéo. C'est ça qui est bien aussi avec le Japon, c'est que les personnes un peu plus âgées vont être plus autour de la culture et des paysages. Et là, on est bien servi. Et ensuite, il y a les balades, et évidemment la nourriture qui est assez incroyable. J'ai une question qu'on me pose souvent sur Hiroshima, c'est est-ce qu'on peut y aller avec la bombe et tout? Toi, tu es déjà allé à Hiroshima? Ouais, j'y suis allé plusieurs fois, et en fait, j'avais un petit peu cette question également. C'est vrai que en réfléchissant, en fait, c'était ma maman qui avait planifié mon premier voyage à Hiroshima, et donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est que vraiment qu'on me dit, bon, on part à Hiroshima ce matin, je me suis dit, attends, à quoi m'attendre? Et en fait, on peut s'attendre, voilà, on pense à la bombe, et au final, ce qu'on ne pense pas, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que la ville a été donc entièrement rasée lors de la bombe en 1945, mais donc du coup, c'est une ville extrêmement neuve au Japon. Okay. Tout est refait à neuf. Et en fait, la ville est extrêmement moderne en comparaison aux villes comme Osaka ou Kyoto. Ouais, c'est tout. Et exactement. Et puis vous avez la magnifique photo qu'on voit qui est prise de l'île de Miyajima, donc l'île qui est en face, on en parlera en suivant, qui donne avec la vue sur Hiroshima. Donc voilà, cette Golden Road, elle commence avec Tokyo, donc qui va être le mix parfait. Donc entre la tradition, vous allez continuer à trouver quelques temples et sanctuaires présents partout dans la capitale, des grands jardins au milieu de cette ville immense. Et comme tu le disais, sur des quartiers comme Shibuya, Akihabara ou Asakusa, on va avoir vraiment ce côté moderne. Donc c'est vraiment un croisement ultra intéressant qui bien entendu, symbolise parfaitement ce qu'on trouve au Japon, le croisement entre modernité et tradition. Asakusa, c'est là où il y a tous les restos, c'est ça? Alors Asakusa, c'est le temple Sensoji avec la grande porte rouge, et Akihabara va être le côté électrique, manga, petites figurines et tout ça. Et Shibuya, ça va être encore autre chose. Ne pas hésiter à nous demander les quartiers. En fonction de vos clients, Tokyo, c'est une ville qui est hétéroclite, c'est une énorme mégalopole, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des quartiers pour tout. Autant que ce soit pour des jeux vidéo, pour des fans d'art, des fans de culture, des personnes qui vont être un peu plus excentrées, un peu plus au calme. Il y a vraiment toutes les possibilités. Du coup, il faut vraiment poser la question à nos travel experts qui pourront choisir le quartier adapté aux clients. Il faut que ce soit logique aussi dans les visites. C'est un peu les difficultés que les voyageurs peuvent rencontrer, de vouloir trop faire dans une grande ville. Où on se déplace bien, hein, les transports en commun sont bien. On peut faire aussi des véhicules privatifs, mais c'est tout de suite très coûteux. Donc il faut bien planifier sa visite de Tokyo. Nous, on a un petit carnet de voyage, on en parlera un peu plus à la fin, mais qui est vraiment essentiel dans la réussite du voyage. Et Tokyo, on peut y passer une semaine. Hein. On peut y passer une semaine largement en ayant des activités à faire tous les jours. C'est pour ça que je rejoins ce que tu disais, Jérémy. Et après, les transports en commun sont très bien. C'est une ville qui est desservie de partout. Les transports sont sûrs. Il y a beaucoup de métro. Du coup, c'est facile de se déplacer aussi. Et c'est même ce qu'on préconise. Plutôt que de se déplacer avec des chauffeurs où tout peut être embouteillé rapidement. Là, au moins, l'avantage du métro, c'est qu'on peut se déplacer facilement dans la ville et aller visiter les alentours.
Tout à fait, d'autant plus qu'il est, ce qui est important, c'est de la même manière que le Shinkansen, le métro est à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez jamais de problème. C'est personnellement, pour avoir vécu 2 ans au Japon, je n'ai jamais rencontré un seul problème. Ça marche bien. À ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est la Tokyo Tower, c'est ça? C'est un peu comme c'est la Tour Eiffel japonaise. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est la Tokyo Tower, ne pas confondre avec la Tokyo Skytree, qui n'est pas dans le même quartier. Ouais, qui est beaucoup plus loin. Exactement, dans le quartier d'Asakusa. Après Tokyo, on arrive sur la ville de Hakone, donc qui est une vallée dans laquelle on retrouve beaucoup de ryokan et les sources d'eau chaude japonaises, les onsen. C'est là où vont les Tokyoïtes se reposer et profiter d'un moment de détente. Et c'est également une étape très, très importante et très agréable pour les touristes, puisque c'est dans cette étape qu'on peut apercevoir le mont Fuji, une des meilleures vues sur le mont Fuji. Et également, il y a un petit circuit dans cette vallée qui vous fait prendre notamment le bateau qu'on voit sur la diapo et également qui permet de prendre cette magnifique photo avec la grande tour rouge donnant sur le lac. Et il n'y a pas des sources géothermales, avec un petit parc géothermal voilà. Si, tout à fait, dans lesquelles on peut déguster des œufs qui sont cuits et donc qui ont un petit goût soufré, les œufs noirs de la vallée de Hakone. Ok. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va après Après Hakone? Ouais, après Hakone. On va aller à Kyoto. Allez. On va jusqu'à Kyoto. Donc voilà, le cœur historique du Japon, la ville sur laquelle il faut passer du temps pour voir des temples, des monastères et des sanctuaires. Vous avez différents quartiers. Kyoto, j'ai l'habitude de dire que ça se visite grosso modo en 4 jours. Le centre et le nord, dans lequel on va avoir notamment le pavillon d'or qu'on voit sur la gauche. Le sud, avec le Fushimi Inari, qui est donc plus de 30 000 torées alignées les unes après les autres. La photo de droite. La photo de droite, tout à fait. Et ensuite, vous avez le quartier Est, sur lequel on a beaucoup de temples, dont le pavillon d'argent, et le quartier de Gion. Et enfin, l'Ouest, avec la célèbre forêt de bambou d'Arashiyama. Attention, hein, sur le temple d'or et le temple d'argent, on n'est pas obligé d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a tellement de touristes qu'il y a des périodes où c'est pas la peine d'y aller. C'est pas agréable. Donc, il vaut mieux dire non à vos voyageurs en leur disant bon, évitez ça, même si c'est très connu et tout. Mais souvent, les voyageurs vont insister pour y aller. Et souvent, ils vont se dire en fait, il y avait trop de monde, j'aurais mieux fait de payer. Donc, n'hésitez pas à prendre le pouvoir si vous avez la confiance de vos voyageurs pour éviter ces endroits très touristiques. Même ici, toutes les portes, il vaut mieux y aller tôt le matin au lever du soleil parce que c'est quand même Kyoto très, très dense au niveau touristique. Et très vite, on peut quitter le tourisme. On le verra un peu sur la suite. Mais c'est vrai que Kyoto est quand même très intense. Et Osaka, du coup, c'est comment? Eh bien, c'est à 30 minutes de Kyoto. Et donc, c'est une petite ville plutôt. Alors, c'est une grande ville, mais une ville-étape. En fait, Osaka se visite très rapidement. En une journée, vous allez avoir fait le tour d'Osaka. Il y a notamment le gros quartier de Dotonbori qui est ultra intéressant. Il y a le château d'Osaka. Et une fois que vous avez fait ça, grosso modo, vous avez déjà visité Osaka. Donc, on le verra dans les destinations complémentaires. Ce qui est bien, par contre, c'est que vous n'êtes pas loin de Nara, vous n'êtes pas loin d'Himeji, vous n'êtes pas loin de Kobe, vous n'êtes pas loin du Mont Koya. Et donc, là, on a l'occasion d'aller visiter ces destinations depuis Osaka. Parce que ce qui est vraiment bien à Osaka, c'est la vie nocturne. La vie nocturne d'Osaka, ça vaut le détour. Et donc, vous faites votre journée à l'extérieur d'Osaka et vous rentrez vraiment profiter de la vie nocturne. Il y a une vie nocturne au Japon, on peut sortir. Sur les grandes villes, oui. Ouais. Sur tout ce qui va être grandes villes comme Tokyo, Osaka, Kyoto, oui. Après, vous allez avoir d'autres villes où ça va être beaucoup plus calme. Hakone, après 19h, c'est fermé. Voilà. Et du coup, ensuite, on arrive à Hiroshima après, c'est ça? Tout à fait. On arrive à Hiroshima, et donc l'île de Miyajima. Donc Hiroshima, symbole d'histoire au Japon, dans lequel on peut visiter le musée de la paix et le musée de la bombe atomique. Et en face, l'île de Miyajima, qui contrebalance un petit peu ce côté sérieux et historique, sur lequel vous avez des dents qui sont en liberté et des magnifiques temples et également un mont qui vous permet d'admirer donc toute la baie du Kansai. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, à Hiroshima et Miyashima, après, on peut partir éventuellement en extension un peu plus au sud, quoi. Bien sûr, tout à fait. Kyushu et tout ça, c'est à partir de là? Exactement. Ouais. Si on prolonge le circuit de la Golden Route, vous arrivez sur l'île de Kyushu avec Fukuoka. Autour de Fukuoka, vous avez notamment Nagasaki, les onsen de Beppu, et d'autres villes aux alentours qui se visitent, comme la préfecture de Oita, la préfecture de Saga. Voilà, pour finir le voyage, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un aéroport international, et donc on peut repartir en ce moment.
Ouais, c'est le haut trail, Shikoku, dont on en parlait tout à l'heure ici. Ici, on en retrouve au nord, Hokkaido, où on peut aller faire du ski. Les voyageurs peuvent aller faire du ski. C'est assez incroyable pour les skieurs. C'est une poudreuse qui est vraiment très légère. Et puis, plus au sud, après, Okinawa, qui permet d'aller surfer ou de voir les cerisiers en fleurs au mois de février. Souvent, les gens oublient un peu que c'est un grand archipel qui commence à peu près quasiment à Hong Kong, Taïwan, et qui remonte presque au Kamchatka, pour les fans de géographie du côté de la Russie. Tout à fait. On va mentionner du coup quelques destinations supplémentaires qui sont en fait accessibles depuis les villes étapes de la Golden Route. Vous avez notamment Nara, qui est vraiment extraordinaire. Vous avez des milliers de daims en liberté dans cette ville. Vous pouvez visiter, vous avez beaucoup de temples, de jardins, et en fait vous êtes dans un grand parc. Ça permet d'avoir un moment, encore une fois, une bouffée d'air frais après avoir vécu dans Kyoto ou Osaka. Une étape pour moi incontournable que je conseille systématiquement à tous mes voyageurs. Moi, j'avais été très touché par le musée de Nara, qui était vraiment parmi les plus belles statues que j'ai jamais vues. Vraiment, c'était très très beau, très bien mis en scène, très touchant. C'était un moment vraiment incroyable. Et c'est facile, effectivement, ça doit être 20 minutes, une demi-heure de Kyoto, je crois. C'était assez rapide. Pas très loin, vous avez Himeji qui est ultra connu pour son château, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, un château qui a toujours été rénové dans les mêmes matériaux utilisés lors de sa construction. Et vous avez aussi un des 3 plus beaux jardins japonais du Japon. C'est Jardin Zen, alors. Jardin Zen, ouais. Pas très loin du château. Au sud d'Osaka, vous avez le mont Koya. Alors là, le mont Koya, c'est vraiment l'endroit où on dort. On a l'occasion de faire des shukubo, de dormir dans des temples, d'expérimenter une nuit avec des moines et la prière le matin. Outre ça, c'est une destination dans la nature vraiment incroyable, que ça soit particulièrement sur la saison du printemps ou même de l'automne. La nature se dépeint avec des couleurs incroyables et surtout, les moines qui vous accueillent ont aussi cette volonté de vous faire partager leur religion et leur quotidien. Ça, c'est génial. On peut faire un stage de moine avec les moines bouddhistes. Nous, je sais que avec Shanti-Om, qui est une marque où on fait plus des voyages un peu spirituels ou de découverte de sens, on a des séjours justement où on fait un petit peu des petits stages de méditation de quelques jours pour apprendre à se connaître. On connaît le bouddhisme zen, il y a d'autres pratiques au Japon. Et niveau éco-responsable, du coup, qu'est-ce qu'on a comme activité? Alors, on a plusieurs activités. Il faut savoir que le Japon est un pays très nature, mais dans lequel, par exemple, ils ont aussi du mal à passer sur l'écotourisme, notamment au niveau du plastique. Ça prend du temps. Nous, on essaye de proposer des activités comme, par exemple, le kintsugi, donc qui est en fait, vous pouvez le voir sur le bol en haut à gauche. Donc, c'est la réparation d'objets, généralement en poterie, qui ont avec de l'or qui va servir à faire la jointure. Voilà. Donc après, vous avez bien entendu des activités poterie à pas mal d'endroits dans le Japon, du fruit picking, donc aller ramasser les fruits directement dans les fermes. Et aussi, vous avez beaucoup de locations de vélos disponibles à travers tout le Japon, donc pour le visiter en vélo. Et c'est super bien, notamment là sur la photo, on peut voir le mont Fuji derrière. Donc c'est au niveau du lac Kawaguchi, sur lequel vous pouvez faire le tour du lac en vélo tout en ayant la vue sur le mont Fuji. Magique. Voilà. Et chouette aussi, comme je disais, avec les enfants. Tout à fait. Ça, c'est des activités généralement que les enfants aiment bien. Et encore une fois, ça fait partie de ces bols d'air frais qu'on peut prendre entre les grandes villes qui sont un petit peu plus qui sont intenses. On a besoin de se reposer. C'est pas très fatigant le Japon, mais on marche beaucoup. Donc, faut le savoir. Ça fait des changements de rythme, c'est sympa aussi. Il faut savoir s'économiser aussi, parce que si on marche tous les jours, à la fin, on est un peu épuisé. Tout à fait. Et c'est tellement motivant et différent que c'est assez magique. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup. À la suite de cette slide, on vous a mis aussi d'autres informations que vous pouvez aller consulter, sur lesquelles on pourrait, si tu peux avancer, que vous pouvez aller consulter, notamment sur tout ce qui est religion, culture, vêtements, nourriture, bien-être, architecture. Donc beaucoup d'informations complémentaires que vous pouvez transmettre à vos voyageurs, sur lesquelles après on sera ravis de les éclairer un petit peu plus. Un peu de shintoïsme, de bouddhisme, de christianisme. Nous, on met tout ça à disposition dans les carnets de voyage. Exactement. Où on a vraiment des carnets de voyage qui font 60, 70 pages, 80 pages, jusqu'à 100 pages des fois, pour bien expliquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de savoir-être.
et Bien de savoir-faire, et on peut vite faire des erreurs et se sentir un peu mal. Donc, on explique autour des kimonos, des minorités ethniques. Il y en a beaucoup, des anciennes tribus aussi, dont on ne pense pas forcément. Les spécialités culinaires, quoi manger. On donne aussi des bons plans sur les apps. Tout à fait, ouais. Sur comment manger, comment essayer de parler japonais avec une app, mais chinois. Et puis ensuite, un ensemble d'informations. Donc là, on les passe rapidement. N'hésitez pas à revenir vers nous. Pour prendre contact avec nous, ça va être Contact Pro, c'est ça, pour te joindre. Exactement. Voilà. Je vais juste dire une petite chose avant qu'on finisse rapidement. Le Japon peut partir sur toute saison. On peut partir donc l'hiver pour aller voir la neige dans le nord, partir donc pour aller voir les cerisiers en fleurs au printemps, profiter de l'été. Il y a surtout par contre une période qu'on va éviter, c'est la première semaine de mai. C'est la Golden Week, c'est-à-dire que c'est la semaine de vacances des Japonais. Les Japonais voyagent énormément dans leur pays. Donc du coup, on va éviter principalement de proposer cette destination. Ensuite, c'est une destination qui se fait très bien tout seul, en famille, avec des enfants, comme Jérémy a pu vous le dire, en couple pour une lune de miel. N'hésitez pas, il y a des îles paradisiaques dans le sud vers Hokkaido qu'on peut vous proposer. Ça peut être parfait justement pour ça. Ou même en groupe, en petits groupes, on peut les organiser. Ensuite, vous allez avoir les transports. Les transports, c'est quelque chose de très facile sur place. Des clients qui sont un peu aventuriers, un peu débrouillards, ils vont le faire par eux-mêmes. On peut mettre des guides ponctuellement sur chaque ville, ou on peut mettre un guide du premier au dernier jour, selon le budget des clients. Forcément, un guide tous les jours va augmenter le budget. Un guide qui va être ponctuellement sur des journées va amener justement un complément sur ces journées-là, mais les clients pourront se balader facilement avec un guide et justement avec notre carnet de voyage où on donne toutes les informations dedans. N'hésitez pas, on a beaucoup de travel experts qui sont disponibles, qui sont là pour vous aider, pour créer le voyage. Il nous faut plus d'informations possibles. C'est le Japon, c'est la destination où on peut tout faire. C'est ce qu'il faut retenir. Parfait, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Julien, merci Mylène pour m'avoir accompagné dans ce webinaire. Merci à Together, because we are together. Et on vous donne rendez-vous bientôt, du coup, pour les demandes. Voilà, ça va être contact-pro@chantitravel.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur WhatsApp, il y a les coordonnées sur le site. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour vous aider. À bientôt. Au revoir. Alors, on n'a pas de au revoir, on dit mata. Mata. À bientôt. Mata. Okay. Voilà. Et sinon, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Alors, on va faire une petite blague en plus pour ceux qui ont suivi la fin de la vidéo. Que font les chiens au Japon? Que font les chiens au Japon? Bah, wouf wouf, ou d'ailleurs un truc comme ça, waf waf, mais. Non, ils japonais. J'allais dire, ils font jap jap. Voilà.